Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du corps le plus volcanique du système solaire. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager et à vous abonner en activant la cloche. D'autre part, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur Utip si vous désirez soutenir la chaîne d'une autre manière. Ceci étant dit, bon visionnage. S'il y a bien une chose qu'il faut laisser à notre système solaire, en plus du fait qu'il est le seul à notre connaissance à abriter la vie, c'est que celui-ci contient une variété de mondes plus différents et surprenants les uns que les autres. Que ce soit la Terre, les anneaux de Saturne, les océans souterrains comme celui de la lune de Saturne Encelade, ou les dizaines de volcans actifs sur Io, en passant par le cycle du méthane de Titan, Mars, les astéroïdes et les planètes naines, tous ces mondes rivalisent de diversité et de beauté. J'ai déjà eu l'occasion de parler de plusieurs de ces objets, qu'il s'agisse d'Encelade et de Titan du côté de Saturne, ou d'Europe, Ganymède et Callisto du côté de Jupiter. Pourtant, il y a encore bien des objets intéressants dans notre système solaire et dont je n'ai pas encore parlé. Et justement, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer avec les lunes de Jupiter et parler de la lune volcanique Io. Jupiter, un monstre de plus de 120 fois la Terre, autour duquel gravite un nombre incalculable de lunes si on compte les astéroïdes capturés par cette géante gazeuse. La lune la plus proche de Jupiter se nomme Io. Elle est, avec Europe, Ganymède et Callisto, l'un des 4 satellites dits galiléens, c'est-à-dire ayant été découverts par l'astronome italien Galilée en 1610. Si Io est le premier des 4 satellites, la petite lune n'est cependant pas la plus grosse. Cette place revient en effet à Ganymède, qui a un diamètre de 5200 km, là où Io a un diamètre de seulement 3600 km, ce qui fait quand même d'elle la 3e plus grosse lune de Jupiter. À titre de comparaison, notre lune, quant à elle, ne fait, entre guillemets, que 1737 km de diamètre. Pour en revenir à Io, et comme je le disais, elle a été découverte en 1610 par Galilée. Elle a été nommée ainsi par l'astronome allemand Simon Marius, tout comme Callisto, Ganymède et Europe, astronomes qui auraient, selon ses ouvrages, découvert les 4 lunes quelques jours avant Galilée. Il est cependant également connu pour avoir été le premier à observer la galaxie d'Andromède avec une lunette astronomique. Les années suivantes, Io sera, cependant, peu observée. Les instruments de l'époque ne permettent, en effet, tout simplement pas d'observer la Lune avec assez de précision pour y voir des détails à sa surface. Cependant, vers la fin du 19e siècle, les choses commencent à changer. Avec l'amélioration des instruments, dès 1890, l'astronome Edward Barnard observera des variations de la luminosité de la Lune entre son équateur et ses pôles. Il en déduira ainsi que cela signifie que le terrain y est différent. D'autres observations confirmeront, par la suite, la couleur brunâtre des pôles et jaunâtre de l'équateur. Quelques années plus tard, en 1897, Edward Barnard calculera aussi le diamètre de la Lune et tombera sur le chiffre de 3950 km, soit seulement une erreur de 350 km en trop par rapport à la réelle taille de la Lune. Cependant, avant de continuer l'épisode sur Io, j'aimerais rapidement ouvrir une petite parenthèse. Il est en effet possible que le nom de Barnard vous rappelle quelque chose. C'est en effet lui qui donne son nom à l'étoile de Barnard, une petite naine rouge qui est la 4e étoile la plus proche du Soleil, de par le fait qu'il observa sa vitesse de déplacement assez rapide comparée à d'autres étoiles. Dans le courant des années 1900, d'autres observations d'Io mettront en évidence notamment une absence de glace d'eau sur la petite Lune, là où les autres satellites galiléens disposent, eux, de quantités relativement importantes de glace d'eau.
Il sera également découvert que la surface de Io contient beaucoup de soufre et de sodium. C'est cependant le 3 décembre 1973 que les choses commencent à évoluer, avec le survol de Io par la sonde Pioneer 10 et, un an plus tard, le 3 décembre 1973, par Pioneer 11. Pioneer 10 sera, malheureusement, la seule des 2 missions à transmettre des photos d'Io, Pioneer 11 ayant souffert d'un dysfonctionnement lié aux radiations, l'ayant empêché de transmettre ces images. Ces survols permettront ainsi de découvrir que Io est la lune la plus dense de Jupiter. Quelques années plus tard, en 1979, ce sont les sondes Voyager 1 et Voyager 2 en mars et juillet 1979 qui survoleront la Lune. Et cette fois, les images sont d'une bien meilleure résolution. Les équipes des missions découvrent ainsi une surface assez llane, dépourvue de cratères, et couverte de montagnes dont le sommet dépasse parfois l'Everest. La hauteur moyenne de ces montagnes tourne d'ailleurs autour des 6 km. Voyager 1 découvrira par ailleurs le cratère Lockheed, un cratère de 202 km de diamètre. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas ici d'un cratère créé par un impact, mais d'un affaissement du sol faisant remonter de la lave à la surface de la Lune, au-dessus duquel une croûte se forme périodiquement. Voyager 1 observera également l'éjection de matière depuis la surface de la Lune, comme sur cette photo. 4 mois plus tard, début juillet, Voyager 2 survolera à son tour Io, et, même si le survol sera moins rapproché, il permettra de comparer différents clichés des 2 missions, et d'ainsi observer des évolutions rapides à la surface de la Lune. Un exemple, c'est que 7 des 9 éjections de matière observées par Voyager 1 seront encore actives 4 mois après. Et ce volcanisme intense s'explique en réalité assez facilement. Io a, en effet, une structure interne bien plus proche de la Terre que les autres lunes des géantes gazeuses. Elle dispose, pour résumer rapidement, d'un noyau de plus de 900 km en fer et contenant peut-être du sulfure de fer entouré d'un manteau rocheux contenant beaucoup de silicates. Mais la raison de ce volcanisme intense ne se trouve pas sur Io, mais plutôt dans son entourage. En effet, tout comme pour Europe, Ganymède ou Callisto, Jupiter exerce un effet de marée sur la Lune, réchauffant ainsi son cœur. Io étant la Lune la plus proche de Jupiter, celle-ci est donc suffisamment réchauffée pour permettre ce type d'activité. Mais ce qui pousse la situation à l'extrême, c'est que Io est également, bien que beaucoup moins, attirée par les autres lunes galiléennes, ce qui accentue encore son étirement dû à l'effet de marée et donc l'échauffement de son cœur. Bien que le noyau de Io ne semble pas générer de champ magnétique, faute de convection en son cœur, c'est plutôt le champ magnétique de Jupiter qui semble se réorganiser autour de Io, de par la présence de fer. Bien que Io ne dispose pas de champ magnétique, elle a, cependant, une fine atmosphère riche en soufre. Bien que très fine, elle est cependant suffisamment épaisse pour y voir apparaître des aurores. En effet, le champ magnétique de Jupiter redirige beaucoup de particules hautement énergétiques et, lorsque ces particules entrent en collision avec l'atmosphère de la petite Lune, des aurores sont ainsi créées. Ces aurores seront, justement, observées par une autre mission qu'il étudia rapidement, à savoir Cassini, pendant son voyage vers Saturne. La sonde profitera du passage de Io dans l'ombre de Jupiter, le 1er janvier 2001, pour la photographier et observera ainsi des aurores au pôle et la lumière des volcans à sa surface. Mais Io joue également un rôle important dans les aurores de Jupiter, en provoquant parfois de soudains sursauts de celle-ci et d'une façon assez originale. Les volcans d'Io émettent des particules chargées qui seront ensuite redirigées vers les pôles de Jupiter, provoquant ainsi des montées en puissance périodiques des aurores sur Jupiter. Pour en revenir à son exploration, et après le passage des missions Voyager en 1979, il faudra attendre 1995 pour que Io soit à nouveau exploré, et ce par la mission Galileo qui étudia Jupiter et ses lunes de 1995 à 2003. La mission permettra ainsi de mieux observer les variations de terrain
le nombre de volcans actifs et leur évolution dans le temps, ainsi que la composition du magma sortant des volcans, à savoir du magma de silicate riche en magnésium. D'autres observations d'Io seront également menées par la mission New Horizons en route vers Pluton le 28 février 2007. C'est d'ailleurs pendant ce survol que la mission photographiera une éjection de matière dans la zone de Tvashtar, l'une des plus massives depuis les observations de Pélée en 1979. New Horizons photographiera aussi le tout début d'une éruption ainsi que de nombreux changements de terrain depuis la mission Galileo 4 ans plus tôt. Io sera aussi photographié par Hubble en 1990, mais aussi par l'observatoire Gemini à Hawaï en août 2013, observation pendant laquelle le télescope observera 3 éruptions en moins de 2 semaines, celle du 29 août étant d'ailleurs parmi les plus puissantes observées sur la petite Lune. Les dernières observations en date sont cependant beaucoup plus récentes. Elles datent en effet du 17 février 2020, date à laquelle la mission Juno, en orbite autour de Jupiter depuis 2011, a réalisé son survol le plus proche de Io, à 195 000 km. Malheureusement, Juno se situe en orbite polaire, éloignée des satellites de Jupiter. La mission doit en effet étudier la structure interne et externe de Jupiter ainsi que son atmosphère, et cela l'empêche malheureusement de pouvoir étudier correctement ses satellites. Mais tout n'est pas perdu. Avec les missions Jupiter Icy Moon Explorer de l'ESA et Europa Clipper de la NASA, qui devraient toutes deux décoller d'ici quelques années, l'observation des satellites de Jupiter va probablement connaître une seconde jeunesse. D'autre part, Io représente également un grand intérêt scientifique puisque sa composition particulière et son volcanisme pourraient aider à mieux comprendre l'évolution des autres lunes de Jupiter comme Ganymède, Callisto et Europe. C'est pourquoi 2 propositions de mission vers Io sont actuellement à l'étude du côté de la NASA. Ces missions ne sont cependant pas encore sélectionnées et en compétition avec d'autres, donc je tiens à préciser qu'il est tout à fait possible qu'elles ne voient malheureusement jamais le jour. On notera cependant rapidement la mission FIRE qui devrait, dans le cadre du programme New Frontiers, programme qui permet le développement de la sonde New Horizons par exemple, et qui devrait étudier Io en 2030 en la survolant une dizaine de fois en 4 mois et en s'approchant à moins de 100 km de sa surface. Une seconde mission est également à l'étude, cette fois dans le cadre du programme Discovery. Cette mission, nommée Io Volcano Observer, devrait elle aussi se placer en orbite autour de Jupiter et frôler Io 9 fois en 4 ans, en réalisant des approches à près de 200 km. Mais comme je l'ai dit, ces missions, bien que sérieusement envisagées, ne sont pas encore sélectionnées et il faudra probablement attendre encore un peu pour avoir des nouvelles, à savoir de quelques mois à quelques années. Dans tous les cas, soyez certains que l'on suivra l'actualité de ces missions ou de leurs concurrentes qui partiront vers d'autres destinations sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que l'on va se quitter pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.